Ouh, ça c'est du carton avec des trucs sympas dedans. Oh là 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 là. Hop, hop. Là. Ouh, ça c'est joli ça. Ouh, que c'est joli. Ouh, ça me plaît ça. Ça me plaît. Attends, mais... On va le mettre là, là. Oh là là là, ça c'est chouette. Mais attends, il y a autre chose là? Qu'est-ce que c'est? Oh là, oh, oh, ça sent le comparatif ça. Oh, le petit machin là et le gros truc. Oh, pop, 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 pop. Le truc de malade. Je peux littéralement en acheter 10 comme ça pour un comme ça. Truc de fou. Truc de fou. Salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait hyper plaisir. Alors aujourd'hui on va parler de ça. Ça c'est une optique cinéma Xine et je me suis posé beaucoup de questions à son sujet. Et j'ai fait quelques petites recherches, quelques petits tests parce que voilà, je me dis que vous vous posez peut-être la question en quoi une optique ciné c'est mieux ou moins bien ou à quoi ça sert par rapport à une optique traditionnelle de DSLR. Donc on va regarder ça de plus près, on va voir aussi des petites images qui ont été filmées avec cette super optique et puis on va voir lequel est le mieux, lequel il vous faut, si vous faut une optique de DSLR ou si vous faut une optique cinéma. Parce que je suis sûr que vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est utile ou pas? Et puis il y a matière à comparer. Parce que ça c'est un 50 mm, ça c'est un 50 mm. Lui il ouvre à 1.8 et lui il ouvre à 1.5, mais on l'ouvrira qu'à 1.8 par souci d'équité. Et enfin celui-là coûte 180 € alors que celui-là coûte 1800 €. Donc à première vue, sur le papier, ces optiques elles sont censées être à la fois hyper proches, focale, ouverture, et aussi hyper différentes. Donc le prix, la forme, tout ça quoi. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, et justement pour vous montrer un petit peu ce que fait cette grosse bébête, je vous ai tourné quelques images. C'est parti, B-roll. Down the tin coastline, after all this time, past us by. Alors on va parler très rapidement de celui-là, hein, histoire d'enfoncer les portes ouvertes. C'est un 50 mm qui ouvre à f1.8, donc assez grand. Il est en plastoc, hein, c'est un peu cheap. Il a un autofocus et ici on a une petite bague de focus manuel. Voilà, et en plus il est petit, il est pas cher. Moi je l'aime beaucoup. Et là, on est sur complètement autre chose. Hein. Rien qu'à sa tronche, on voit que c'est pas du tout le même délire. On est toujours sur un 50 mm avec une ouverture de T1.5. On verra pourquoi on dit T et pas F un peu plus loin dans la vidéo. Et le machin est quand même bien gros et pèse son poids. Alors il faut savoir qu'on est sur du full manuel, là-dessus il y a zéro électronique, il n'y a pas d'autofocus, on peut pas piloter l'ouverture depuis le boîtier, mais par contre on a deux grosses bagues, hein. Ici une bague pour gérer la mise au point et ici une bague pour gérer l'ouverture. Et autant vous dire que ça ouvre grand le machin, hein. Tu me vois? Sur le Sony par contre on a juste une petite bague de focus qui est en plastoc et un petit peu cheap, il faut dire ce qui est. Alors la bague de focus ici elle a deux particularités. Déjà elle est crantée, ce qui va permettre de lui greffer ce qu'on appelle un follow focus, c'est-à-dire une autre roue crantée avec une molette qui va permettre de faire la mise au point plus facilement. L'autre truc c'est qu'elle a une butée, c'est-à-dire qu'on peut arriver en bout de course à une extrémité de la mise au point et en bout de course à l'autre extrémité de la mise au point. Ça tourne pas dans le vide. Le Sony lui genre là, ça tourne, 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 et ça s'arrête jamais, donc on sait pas si on est au plus près ou au plus loin de la mise au point. En plus de ça, ici on a des indications sur la distance de focus, la zone nette, à quelle distance elle se trouvera, ce qui est hyper pratique sur un set de tournage, puisqu'on va pouvoir faire un marqueur à un endroit là où le comédien doit se trouver, et même sans regarder le retour, juste avec les indications, si on mesure la distance, on pourra savoir si on est net ou pas. Ça permet d'être encore plus précis. Et même si jamais il y avait un déplacement du personnage, on sait qu'à tel moment il est à telle distance, après il va sur tel marqueur, donc on peut même régler le mouvement du focus sans regarder le retour et savoir qu'on sera quand même net si le comédien respecte les marqueur au sol. Enfin, si on regarde bien ces deux optiques, ici on a un 85, ici on a un 50, on se rend compte qu'elles font exactement les mêmes dimensions et exactement le même poids. Et ça, c'est pas anodin. Tout simplement parce que sur un plateau de tournage, si on doit changer d'objectif, quand on utilise une Steadicam par exemple, vu que le poids est le même, on n'aura pas besoin de rééquilibrer la Steadicam.
Idem pour la taille, si on utilise une Madbox, eh ben c'est pareil, les diamètres sont les mêmes, la longueur est la même, donc on n'aura rien à toucher à part l'objectif. Et même la bague crantée, hein, elle fait le même diamètre, donc pour le follow focus, il n'y aura aucun réglage supplémentaire à faire si on change d'objectif. Et puis pour terminer, pourquoi on utilise la lettre T pour un objectif ciné et la lettre F pour un objectif classique de DSLR? C'est tout simplement parce que si on dit f1.8 sur un objectif, c'est un calcul théorique. Et entre deux objectifs de marques différentes, le f1.8 sera peut-être pas exactement le même. Alors que la valeur TL, c'est une valeur quasi absolue. Donc si on veut vraiment avoir des ouvertures similaires entre deux objectifs, là il n'y a pas de souci, avec le T on est tranquille, même si on a des objectifs de marques différentes ou de focales différentes. Donc voilà grosso modo les différences de conception entre ces deux objectifs qui n'ont pas le même but, on est bien d'accord, mais en termes d'image, qu'est-ce que ça donne? Alors de mon point de vue absolument pas scientifique, j'ai remarqué plusieurs différences. Déjà le bokeh. Le bokeh quoi, le bokeh. Alors je vous montre l'un après l'autre ici des images d'abord du 50 mm f1.8, le Sony, où j'ai fait une mise au point manuelle ici avec des petites loupiottes, et à côté la même chose réalisée avec l'optique ciné. Et là, clairement, il y a une énorme différence. Les petits halos de lumière, le petit effet bokeh n'a rien à voir entre l'un et l'autre. Vraiment, j'ai trouvé ça sublime sur l'optique ciné. C'était un régal. Et l'autre point qui m'a agréablement surpris, c'est qu'à très grande ouverture, on avait un flou hyper crémeux, hyper lisse au fond, qui était vraiment magnifique, et par contre la zone de netteté était vraiment hyper nette, hyper piquée. Alors que sur des objectifs traditionnels, généralement à des grandes ouvertures, on a quand même un petit peu moins de piqué, on a certes ce flou, mais la zone nette elle est quand même un petit peu molle. C'est pas à grande ouverture qu'elle va avoir sa netteté la plus élevée. Là sur l'optique ciné, le flou, le net, c'est caviar. J'ai jamais mangé de caviar d'ailleurs, ça m'attire pas du tout, les œufs de poisson. Voilà pour les principales différences en termes d'optique que moi j'ai pu remarquer. Alors est-ce qu'il faut que vous vendiez un rein pour vous acheter une ou des optiques ciné? Clairement, moi ma réponse, mon avis là-dessus, c'est que si vous faites pas du film, du court-métrage, de la fiction, non. Vous avez vu l'engin, c'est hyper gros, c'est hyper encombrant, ça nécessite de préparer son tournage, c'est pas du run and gun du tout. Genre... tu vas pas vloguer avec une optique cinéma quoi, ça n'a aucun sens, ça rimerait à rien. Non et puis à main levée ça pèse un âne mort, c'est hyper lourd et t'oublies de le mettre sur un Ronin S ou sur un Crane 2, même pas la peine d'y penser. Si tu veux le stabiliser, ça sera une Steadicam dans le meilleur des cas, ou alors un Ronin M ou des choses vraiment gaillardes pour porter le truc quoi. En plus de ça il y a une différence d'image, on a vu, mais franchement, ça reste minime. Si on le regarde sur un smartphone, on va pas forcément voir une énorme différence entre l'optique DSLR et l'optique cinéma. Mais ça vient aussi très probablement du fait que j'utilise justement un DSLR et que sur des caméras comme des RED et si on shoot en RAW, il y a fort à parier que l'optique va donner tout son potentiel avec des capteurs de grosses caméras et probablement avec du RAW aussi. Donc encore une fois, sur un gros set, sur un gros tournage avec du gros matos, et beaucoup de trucs gros, ça a totalement sa place et moyen de sortir des images de taré quoi. Et pour reprendre ce que disait le pote Adelin, c'est comme pour un PC, ça sert à rien d'avoir une carte graphique de taré si on a 2 Go de RAM. Faut un équilibre. Donc en dehors de la partie optique, ce qui coûte cher dans cette optique cinéma, c'est surtout la conception. Parce que sur un plateau de tournage, utiliser une optique de DSLR, ça serait hyper galère et une énorme perte de temps. Mais d'un autre côté, sur du reportage, sur un truc où ça va vite, où on a besoin d'être mobile, où on sait pas trop ce qui va se passer parce que les choses sont pas prévues à l'avance, là du coup ça serait la Xin qui serait vraiment pas pratique du tout. Ces deux types d'optiques ont donc des utilisations très différentes. N'empêche que j'ai adoré utiliser l'optique ciné rien que pour le focus manuel qui, moi j'étais pas hyper fan au départ parce que les bagues de focus manuel de mes objets sont pas ouf, et là vraiment on a de la précision, on sait où on en est, c'est bonheur. C'était trop bien, trop bien. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, que du coup maintenant vous saurez un petit peu plus en quoi ça consiste une optique ciné. J'en profite pour remercier Albert de SOS Ciné qui est partenaire sur cette vidéo et qui m'a très gentiment prêté les optiques Xin. Donc voilà, vous pouvez les voir dans la description si vous voulez les louer par exemple pour les essayer, pourquoi pas, parce que les acheter c'est quand même un petit peu cher. Les louer ça peut être une solution. Et puis comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe en dessous de cette vidéo, commentez, partagez, tout ça, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Y'a quelqu'un? Oh ah non mais ça marche pas ces lunettes hein. C'est non c'est j'ai testé, c'est pas, non c'est pas ouf, c'est
Ouais, fallait que je fasse la blague parce que voilà, avec des trucs comme ça, faut faire le con un peu quand même. Tu peux pas te. Voilà.